moi, c'est 90% de réseaux et 10% de sites comme Le Bon Coin. Donc juste regarder la ville via le prisme Le Bon Coin c'est logé, t'allumes ton ordinateur, tout est trop cher. C'est passer à l'action. Parce que rester bloqué derrière son ordi avec rien qui marche, c'est juste normal en fait. Trouver le bien rentable sans travaux c'est quand même rare, donc souvent généralement t'as quelques travaux, et quand tu connais rien, c'est vrai que c'est difficile de... Pour moi, il faut un minimum de connaissances, sinon... Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Foncière Orion. C'est une société qu'on a cofondée ensemble qui a pour but de vous permettre d'investir dans l'immobilier à nos côtés sans avoir de temps à y consacrer. Si c'est quelque chose qui est susceptible de vous intéresser, il y a un lien qui s'affiche en ce moment autour de la vidéo et qui vous ramène du coup vers une autre vidéo où on explique avec Félix, un autre des associés fondateurs, le fonctionnement de notre foncière. On a fait il y a pas longtemps un premier épisode avec Mélanie qui est du coup la première salariée de la foncière et qui est aussi actionnaire, qui vous a beaucoup plu, donc on remet ça aujourd'hui. Et le but c'est de discuter ensemble de comment est-ce qu'on trouve un bien rentable en 2026 quand on n'a pas beaucoup d'expérience et qu'on a un petit peu que le bon coin sous la main. Donc salut Mélanie, salut Antoine. Bonjour à tous. L'idée c'est de s'appuyer un peu sur nos expériences personnelles pour essayer de guider au mieux les gens, de leur faire gagner le plus de temps possible pour éviter les erreurs qu'on a pu commettre. Avec l'activité qu'on a d'accompagnement, d'expliquer toi aujourd'hui Mélanie sur le terrain concrètement comment tu trouves un bien rentable, parce que c'est la mode. Aujourd'hui on fait que des biens rentables, tous les investisseurs cherchent ça, les formateurs immobiliers préconisent ça. Comment, une fois qu'ils nous ont dit ça, comment vraiment concrètement on met des actions en place pour y arriver? Alors, donc pour moi, ce qui est un bien rentable, donc pour une personne qui va vouloir investir dans un premier bien, on va plutôt partir sur un appartement d'une petite surface, sur un petit T2, donc d'une surface entre 40 et 50 mètres carrés maximum, pour un prix d'acquisition de maximum 80 000 euros. Nous, dans notre secteur, moi je travaille sur Chalon-sur-Saône, c'est de plus en plus compliqué, mais on peut quand même encore trouver en 2026 un bien à moins de 80 000 euros. Quand je dis 80 000 euros, donc c'est un appartement donc clé en main. Sur Le Bon Coin, par exemple, quand on va rechercher 80 000 euros, on n'a pas du tout de travaux à faire. En gros, quand tu regardes sur Le Bon Coin, toi, tu regardes quoi? Tu ouvres Le Bon Coin et du coup, tu mets un filtre. Tu sais que, par exemple, tu veux un T2, un minimum de surface, parce qu'il y a des gens qui font des T2 de 23 mètres carrés, c'est pas des T2. Et à l'inverse, tu disais, du coup, au-delà d'une certaine surface, en fait, finalement, les grands T2 de 60-65 mètres carrés, alors soit on les coupe en T3, mais c'est un autre projet. Mais si tu veux rester sur la typologie T2, faut pas aller trop élevé. Donc en gros, tu vas avoir tes bornes en termes de surface, tes bornes en termes de prix, et après, qu'est-ce que tu regardes? Ensuite, on va regarder le type de copro. Si c'est une copro avec des charges très élevées, si on est à plus de 1 000 euros par an, on va abandonner. Ça ne nous intéresse pas, les charges trop élevées. On va plutôt aller sur des petites copros à faible charge. Bien évidemment, il y a le secteur géographique. Moi, je suis de Chalon, donc je connais très très bien le secteur. Je sais les rues où je dois aller et où on ne doit pas aller. S'il y a des gros travaux, le DPE, si le DPE est en E, F ou G, là on va se questionner, on va se dire on doit prévoir un budget pour améliorer la note. Nous, on va aller chercher le D, et voilà en termes de sélection de biens. Parce que c'est vrai que tu connais parfaitement aussi tes valeurs locatives. C'est vrai que là on parle du coup d'un T2, on sait qu'on va le louer à peu près 600 euros, donc 600 nu euros. en location longue durée. Et c'est vrai que quand tu connais parfaitement tes valeurs locatives et que tu connais parfaitement, on va dire, tes prix d'acquisition, du coup ça te permet en fait de matcher assez facilement, et en un coup d'œil, tu sais trouver un bien rentable. On sait très bien qu'à plus de 80 000 euros, un bien ça marche pas, parce qu'avec un loyer de 600 euros en face, c'est pas intéressant et c'est pas assez rentable. Du coup, deux petites parenthèses, pour les charges de copro, en fait, nous on raisonne toujours charges comprises dans nos loyers, parce qu'en fait on considère que par exemple un T2 c'est à peu près 600 euros le prix marché, 600 euros charges comprises. Quelqu'un qui a envie d'un T2 à 600 euros, s'il y a le chauffage dans les charges, peut-être qu'il mettra 650 dedans, mais en tout cas il va pas mettre 750, et c'est plutôt ça le gap en termes de charges. Entre une copro où il n'y a pas beaucoup de charges, t'es plutôt à 30-50 euros par mois, et une copro où il y a beaucoup de charges, c'est 150-200. Donc on considère qu'on se les fait pas payer, parce qu'il y a des gens qui pourraient penser que finalement il faut regarder le loyer hors charge, mais déjà c'est pas la totalité des charges qu'on a le droit de refacturer au locataire, et surtout il va pas prendre ça en considération. Enfin, je trouve qu'on se fait pas vraiment payer à 1 euro pour 1 euro ce qu'on met dans les charges, en l'occurrence quand on a du chauffage collectif. C'est pour ça qu'on est plutôt vers des petites copros où il y a moins de services pour le coup, parce qu'il y a souvent pas d'ascenseur et ainsi de suite, mais par contre c'est ça qui arrive à matcher avec nos critères de rentabilité. Et après, tu parlais aussi des DPE. Et là, à l'heure où on tourne, on est début 2026. Et en fait, au 1er janvier, il y a eu un changement sur le moteur de calcul du DPE. Alors, ça concerne l'électricité qui est consommée par le logement. Donc, ce qui est tout élect, c'est concerné à 100%. Les logements qui sont, par exemple, chauffés au gaz, ils sont concernés, mais dans une moindre mesure, parce que c'est vraiment que les appareils auxiliaires qui sont concernés. En fait, dans le DPE, ce qu'on mesure, c'est l'énergie primaire qu'il faut fabriquer pour alimenter le logement. Donc, vraiment, combien de kilowattheures on fabrique à la centrale nucléaire et combien pour alimenter le logement. Et en fait, on prend en compte un coef de déperdition qui était avant de 2,3. Ça veut dire que
il faut fabriquer 2,3 kWh à la centrale nucléaire pour en avoir 1 à la maison. Et ça a changé au 1er janvier, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un peu con en fait de pénaliser et l'électricité nucléaire et les pompes à chaleur que tout le monde a posées, parce que c'est bien pour l'environnement. Du coup, on est passé de 2,3 à 1,9 en coef, ce qui équivaut à améliorer de 17% tous les DPE. Et donc, il y en a à peu près 1 sur 2, vraiment grosse maille, qui vont gagner une lettre. Donc ça, si vous voyez des annonces, en ce moment, début 2026, il y a de fortes chances que ce soit les DPE de l'année dernière. Il suffit de cliquer sur le numéro ADEME, donc c'est en haut à droite du DPE, vous cliquez dessus, et ça vous envoie sur le site de l'ADEME, ça va vous donner la nouvelle note. Si jamais ça a évolué, vous allez peut-être tomber sur des biens qui ont une décote, parce qu'ils sont par exemple en F, et finalement vous allez cliquer dessus, vous allez voir qu'il est en E, et en fait avec un peu de travaux, vous allez l'amener en D. Donc finalement, c'est pas tant un défaut que ça. Là, justement, on est sur une acquisition en cours. Le DPE, au moment du compromis, il était en E. Et là, à partir du 1er janvier, je l'ai pu actualiser et on est en D. Donc, c'est plutôt très positif. Bonne on n'a nouvelle, pas besoin de faire pas de travaux. de travaux. Un truc intéressant que tu disais aussi, et c'est une des premières erreurs, je trouve, des gens qui cherchent des appartements quand ils se lancent, c'est de raisonner prix au mètre carré. Souvent, les gars, ils disent moi, je veux acheter plus bas que le marché. Généralement, c'est prix au mètre carré bas, c'est dans des copros avec des charges qui sont souvent très élevées. Toi, du coup, tu raisonnes en prix typologie de bien. Parce qu'en gros, nous, c'est vrai que généralement, on se dit le T2, il faut l'acheter tant, il faut le louer tant en fait. Enfin, des fois, j'ai des clients qui me disent mais t'achètes trop cher par rapport au prix au mètre carré. Mais en fait, on s'en fout presque du prix au mètre carré. Évidemment, on va pas acheter x2 par rapport au prix du marché. Mais c'est plutôt intéressant, je trouve, de raisonner par typologie de bien que de raisonner par prix au mètre carré. Évidemment que, je sais pas, il y a 3 000 € de charge par an, tu vas peut-être payer 1 000 € du mètre sur Chalon, alors qu'une copro où il y a peut-être 30 € de charge par mois, plutôt bien placée dans le centre-ville, tu vas peut-être acheter à 2 500 € du mètre. Mais c'est OK parce qu'en fait, ce qu'il faut raisonner, c'est typologie de bien et valeur locative que tu peux mettre en face, quoi. Ouais, c'est ça. Les copros avec des faibles charges, on a souvent des copros qui sont moins quali que des grosses copros avec des grosses charges, parce que souvent, dans les grosses copros, c'est bien entretenu, il y a un ascenseur, etc. Ouais. Nous, on est OK pour avoir une copro qui n'a pas d'ascenseur, qui peut être un peu moins bien entretenue, mais par contre, on a des faibles qui sont beaucoup moins élevés. Et c'est beaucoup plus intéressant. Tu maîtrises mieux tes charges, quoi, parce que demain, tu as du chauffage collectif, je sais pas, l'énergie fait x2, en fait, tu vas pas faire x2 sur le loyer de ton locataire. Donc, c'est vrai que quand tu as des faibles charges et moins tu as de prestations, plus en fait tu maîtrises tes charges et plus c'est facile en tant qu'investisseur. Mais ça, c'est intéressant aussi, tu vois, je trouve que ça amène sur un sujet où des fois, les gens, ils veulent faire du locatif, mais en fait, ils se projettent comme si c'est eux qui allaient habiter dans le logement. Voilà, c'est très souvent le cas. Nos clients, ils se projettent eux. Souvent on entend mais moi je me sentirais pas bien, alors qu'on leur dit mais il faut pas se projeter, c'est pas pour vous, il faut que le bien évidemment il soit quali, mais il faut pas aller dans la surqualité. Non mais c'est clair, et c'est vrai que souvent comme tu le dis, les copros c'est pas du grand standing, il n'y a pas le gardien, il n'y a pas à Noël le petit sapin décoré dans l'entrée, c'est basique, mais ça reste pour du locatif, surtout que nous c'est des actifs plutôt T2, donc plutôt des jeunes, c'est pas des gens non plus qui ont entre guillemets des énormes exigences sur les parties communes, et nous ça nous va bien. Mais après t'as le c'est pour du locatif de l'agent IMO aussi. Ah oui, non, c'est pour du t'as tout qui est en vrac, tu vois, le chauffe-eau qui est prêt à tomber dessus, c'est pour du locatif, c'est bon, et ça marche. Non, parce qu'il faut, c'est vrai. Il y a l'entre-deux, il y a le fait de délivrer, et ça on l'a vu récemment d'ailleurs, d'avoir le bon équilibre entre bien sûr qu'il faut pas louer des choses pourries, et c'est absolument pas notre vocation ni celle de la foncière, et on fait des choses qui sont beaucoup plus qualitatives que la moyenne du marché locatif. Enfin, là aussi on se fait pas payer à l'euro l'argent qu'on met dans les travaux quand on en fait trop. Et en ce moment là on a fait une offre sur un bâtiment, on sait pas encore si elle va passer, qui est du coup fracassé par rapport au prix affiché, mais c'est vraiment ce que le bâtiment vaut, parce que le propriétaire a fait de la surqualité finalement, donc il retrouvera jamais ce qu'il a mis dans les travaux, sauf à le vendre à la découpe en résidence principale, et ça c'est autre chose. Mais en tout cas, s'il veut vendre pour du locatif, finalement tu le fais pas payer, que ce soit en loyer ou que ce soit à la revente à un investisseur. Là, donc au travers de ce que tu disais, on a compris que dans un premier temps, il faut déjà bien connaître ton secteur géographique, ensuite bien connaître ton prix d'achat, ton prix de location. Le prix d'achat, c'est facile aujourd'hui avec quand même Internet, avec les agents IMO, ils parlent aussi, donc tu peux à peu près savoir à combien il faut acheter un T2. Pour le louer, tu peux mettre des fausses annonces sur les plateformes type Le Bon Coin Se Loger. Mais comment le secteur géographique, toi, tu as de la chance, tu es né à Chalon-sur-Saône, donc tu connais très bien la ville. Tu vois, par exemple, je suis né à Lyon, faire de l'immobilier rentable à Lyon, c'était pas possible. Comment tu fais du coup pour te renseigner sur un secteur quand t'es pas forcément trop près de chez toi, on va dire que tu es à 45 minutes, comment tu fais pour te renseigner sur une ville avant de faire tes premières offres? Tu ferais comment toi? Là, justement, je me suis intéressée à un immeuble sur une ville où on n'a encore jamais investi. Nous, on connaissait cette ville en se disant c'est pas très intéressant, c'est pas une ville très quali. Je me suis dit, je vais faire le test, parce que c'est un immeuble pour le coup. L'immeuble est plutôt intéressant sur le papier. Et donc, j'ai mis une fausse annonce, un T2 rénové. Et en plus, j'avais un doute sur la valeur locative. J'ai mis le T2 à 550 €. J'ai été très étonnée parce que j'ai reçu
reçu beaucoup de messages et il y a eu beaucoup de vues sur ton mon annonce. On se dit, c'est intéressant, il faut creuser ce secteur. C'est vrai que c'est aussi intéressant, c'est que du coup, les gens, ils vont t'écrire sur les messageries, donc tu arrives très vite à savoir si c'est des gens sérieux ou pas. Ouais, et là, c'est quali, c'est plutôt des contacts quali. Okay. Et c'est plutôt des jeunes actifs. Il faut creuser. Ça peut être intéressant. Ok. C'est vrai que c'est une ville, quand tu la visites, parce que je vois laquelle tu veux parler, le centre-ville, il est mignon, mais tu sens que les logements... Enfin, tu sais, il y a pas mal d'annonces sur le Bon Coin et tout. Ouais, c'est très vétuste. Les logements sont vétustes. Ouais, non, mais c'est intéressant de tester parce que là, surtout sur un immeuble, dans l'immobilier, le seul truc sur lequel tu peux pas agir, c'est l'environnement, on va dire. Et le quartier, tu peux pas prendre ton bien et le mettre dans le quartier d'à côté. Donc, ça, c'est vraiment hyper intéressant et hyper important de se renseigner à ce sujet-là parce que c'est la base. Autant les travaux à l'intérieur, tu vas pouvoir les modifier. Autant, par contre, l'aspect extérieur et le secteur géographique, t'achètes une adresse avant tout, quoi. En plus, l'annonce, moi, je l'ai pas vue parce que l'annonce n'était pas encore en ligne. Et en fait, c'est le diagnostiqueur qui était sur place en train de faire un audit énergétique qui m'appelle et qui me dit oui, je suis en train de faire un diagnostic dans cet immeuble, je pense que ça pourrait être intéressant pour vous. Et de moi-même, je pense que cet immeuble, si je l'avais vu en annonce, j'y serais pas allée. C'est pour ça que je me suis dit faut aller creuser et là on va visiter demain d'ailleurs. Ouais. Donc, on verra demain si c'est intéressant. Donc voilà. Ça c'est un bon truc, le fait de se laisser ouvrir l'esprit et proposer des choses. Ça nous l'a fait plusieurs fois. On nous a proposé un truc, on se dit on n'aurait jamais foutu les pieds, mais explique-moi quand même. Et puis finalement, si tu veux, je vais visiter. Puis en fait, tu visites, tu dis mais c'est une super bonne affaire, quoi. Et donc 9 fois sur 10, tu vas perdre du temps, même 99 fois sur 100. Mais par contre, il y a une fois de temps en temps où en fait on va t'amener sur un spot où tu n'aurais jamais été. Et finalement, peut-être que ça va devenir un nouveau secteur à développer parce qu'on se rend compte qu'on l'avait occulté à défaut. Tout le monde a des biais en fait, tout le monde a des biais, tout le monde, tu vois, t'as des villes qui te plaisent plus que d'autres et des fois tu sais pas vraiment pourquoi, tu vois. Et c'est vrai que c'est intéressant, je trouve, de creuser chaque hypothèse, nous proposer des trucs quasiment tous les jours. La plupart du temps on dit non, mais j'aime bien quand même aller au bout du sujet, même si tu vois le gars au téléphone il m'appelle, la ville j'aime pas, là je sais pas, c'est par exemple que des studios, j'aime pas forcément, et quand même tu vois je vais creuser pour me dire est-ce qu'il y a c'est peut-être intéressant, on peut peut-être faire du marchand, on peut peut-être faire autre chose, essayer vraiment d'aller jusqu'au bout du projet avant de dire non direct. Et un truc intéressant, du coup là t'as parlé du diagnostiqueur, donc c'est vrai que maintenant aujourd'hui avec le réseau, trouver des biens rentables c'est aussi plus facile. T'arriverais à donner une proportion un peu de, quand tu trouves des biens, combien il y a de biens qui sont issus de ton réseau en off-market et combien t'as de biens qui sont issus des plateformes type Le Bon Coin, C'est Logé. Je pense que... Alors, quand j'ai commencé en 2024, on arrivait à trouver assez facilement des biens intéressants sur Le Bon Coin. Beaucoup de particuliers qui connaissaient pas forcément le prix du marché. Là, j'ai pu trouver des appartements très intéressants. Par contre, là, depuis plusieurs mois, trouver un bien intéressant sur Le Bon Coin, c'est devenu très très compliqué. Pour moi, c'est 90% de réseaux et 10% de sites comme Le Bon Coin. Ouais, tu vois, j'aurais dit 80-20, donc on est quasiment pareil. Ouais. Non, mais c'est dans ces proportions-là, je suis d'accord avec toi. Et c'est là où, tu vois, des fois, du coup, tu as des gens qui se lancent dans l'IMO, qui vont juste regarder la ville via le prisme Le Bon Coin, C'est Logé, et ils vont dire, non, en fait, cette ville, elle est pas intéressante, tout est trop cher. Quand tu allumes ton ordinateur, tout est trop cher. Et c'est là où c'est quand même intéressant ce que tu disais tout à l'heure, de passer du temps sur le terrain, de passer à l'action, d'aller visiter, parce qu'en fait, t'es jamais à l'abri d'une bonne surprise où tu visites un appart et puis l'agent IMO dit, en fait, je rentre un appart là dans 2 jours, si vous voulez, on va le voir, j'ai les clés, je viens de les récupérer. Et en fait, c'est là, généralement, que tu arrives à déclencher des choses qui sont un peu sympas, quoi. Ouais. Mais pas systématiquement. Ne vous enflammez pas sur vos premiers off-market. Ça peut être des bonnes affaires comme ça peut ne pas en être. En fait, nous on reçoit du off tous les jours et quasiment tout le temps on décline. Mais par contre, c'est vrai que statistiquement, parmi ce qu'on achète, il y a plus de choses dans le off, mais parce qu'on a beaucoup de récurrence et ainsi de suite. Il y a différents types de off, je crois qu'on l'a déjà dit sur la chaîne, mais t'as typiquement des choses qui vont être envoyées par mail en mode liste de diffusion à tu sais pas combien de personnes, mais potentiellement des centaines. Avec le beau PDF de 10 pages qui t'explique tout, avec un joli 4,3% de renta net à la 10e page. Oui, c'est du off par définition, parce que c'est pas sur Le Bon Coin, mais par contre, c'est pas forcément une bonne affaire. Au début, on se sent un petit peu valorisé. Le fait de se dire, tiens, il a pensé à moi, il m'a proposé ça. Mais t'en as beaucoup qui maintenant, quand ils commercialisent, et nous aussi, les gens qui en donnent des mandats le font, ils font exprès de commencer par faire du off, parce que des fois, tu mets un petit peu d'urgence, il y a un petit peu de FOMO aussi qui s'installe chez les gens, de dire, c'est quand même une bonne affaire, donc je vais aller voir, et puis si je peux le prendre avant qu'il sorte sur les réseaux, tu sais, il y a un peu ce biais de confirmation là qui peut s'installer, et du coup, il faut rester très objectif, et il y a des bonnes choses à faire sur les réseaux, et finalement, tout commence par les réseaux, parce qu'au début, tu popes pas comme ça quand t'es né avec un réseau d'agents IMO, donc tu commences par Le Bon Coin, et ensuite, petit à petit, tu peux avoir des agents IMO et autres apporteurs d'affaires qui t'apportent du off, mais c'est pas forcément synonyme de bonne affaire non plus. Non, ouais. Et moi, c'est vrai que, surtout au début, j'étais un peu biaisé quand quelqu'un me disait c'est du off-market, tout de suite, je me disais, ça doit être une bonne affaire. Enfin, c'est forcément mieux que si c'était sur le marché, alors que pas
Pas forcément, et c'est à toi après en tant qu'investisseur d'avoir ton regard et de pointer les choses qui vont pas et les choses qui vont bien. Ouais. Généralement, le vrai bon off, c'est plutôt juste tiens, je connais quelqu'un qui vend un immeuble, voilà son numéro. Il y a 0 info et t'appelles la personne directement qui vend le bâtiment. Ouais. C'est souvent ça qui a fonctionné. Souvent, il n'y a même pas de prix encore qui est ça, affiché. Alors ça, c'est chiant par contre. Ouais. Parce que du coup, qui parle en premier? Ouais. C'est vrai que ça, quand t'as eu on le cas doit, pas mal de fois cette année, définir le montant, Ouais. c'est compliqué de trouver le bon prix. Donc imagine, là, on te dit, tiens, 06 de monsieur Intel, il vend un T2 de 40 mètres carrés dans une copro à faible charge. Mais il veut pas parler de prix, il te fait parler en première. Tu fais comment? Il me parle pas de prix. Je Non. peux le visiter Bah, quand tu veux même. visiter, Ouais, ouais, je vais visiter. Moi, sans ça, c'est compliqué. Ouais. Ou alors, faut donner une fourchette. Mais ouais, t'as visité. T'as visité, c'est exactement ce qu'on veut. Un T2 en bon état. Ouais, bon état. Tu sais, qui a été, pas de travaux. comme on voit souvent, qui a été refait il y a 5-7 ans, quand la personne a acheté. Lui, il l'a payé 30 000 euros. Donc, de toute façon, il se rend bien compte que le marché il est un peu monté, mais exactement de combien, il en sait rien. Mais il a pas envie de se mouiller avant toi. Comment tu fais? Avec l'expérience, je lui proposerais entre 75 et 80 000 euros maximum. Si c'est un T2, rien à faire, clé en main. Ouais, c'est bon prix. Et il faut essayer, pendant la visite, il faut toujours essayer de faire parler la personne. Tu vois, c'est dur. Ouais, c'est dur, mais tu sais, il faut toujours essayer un petit peu de la faire parler pour de voir voir un peu sa tendance. ouais. Parce que parfois, on a peur, on se dit, mince, comment la personne va réagir? Peut-être qu'il va trouver ma proposition déconnante ou pas du tout. Donc, c'est compliqué à jauger. C'est super dur, parce que tu dis, en fait, plus tu tires sur le prix, plus tu as une potentielle bonne affaire. Mais à la fois, si tu le braques, du coup, tu passes un peu pour un con. Puis après, si c'est toi qui remonte, parce que tu vois, on a eu le cas en ce moment avec des clients, là, il faut que j'appelle un vendeur cet après-midi pour lui faire une offre. Et eux, ils avaient un prix en tête. Moi, j'avais déjà préétabli, j'aime bien faire des pourcentages, même si les gens comptent pas tous pareil les pourcentages, pour établir un peu une fourchette de prix. Et du coup, la première offre, moi, je leur ai conseillé de la remonter un petit peu pour que ça génère une contre-offre. Parce que si tu tapes trop bas, peut-être que dans un cas sur 10, tu vas faire une excellente affaire, mais si tu tapes juste un peu bas, dans 5 cas sur 10, tu vas faire une bonne affaire. Et ça, c'est une question aussi de perception un peu de comment est ton vendeur. Et toi, t'as une bonne approche là-dessus, t'arrives à tirer des super prix. Moi, j'arrive à sentir un petit peu les gens. Des fois, tu vois, c'est là le plus dur, c'est quand c'est déjà une bonne affaire ou une très bonne affaire et que t'es un petit peu gourmand et que t'as envie de tenter un peu plus, mais ça, c'est juste pour flatter ton ego. Moi, j'aime bien, je trouve que c'est un jeu en fait. C'est essayer d'acheter le moins cher possible. Des fois, c'est con parce que c'est juste 2000 € de moins sur un prix. En fait, ça a aucune incidence, mais c'est juste le plaisir de négocier. Quoi, puis mais le temps de le faire, en fait, c'est ramener à ton taux horaire. Et un truc aussi qui est marrant, et ça nous l'a fait il y a pas longtemps sur un immeuble, tu sais, on voulait rentrer à un prix et on s'était dit, putain, à ce prix-là, ça serait une trop bonne affaire. Et la personne a dit oui direct en fait. Et du coup, on était dégoûtés. Non, mais en fait, on aurait pu l'acheter encore moins cher. Alors que la veille, avant qu'elle dise oui, si on l'avait eu à ce prix-là, on avait envie de déboucher la bouteille de champagne, quoi. Et ça le fait souvent de se dire, si je l'ai à ce prix-là, je suis trop content. Et la personne en face, elle te dit bah ouais, c'est bon. Et tu fais. Ah ouais, en fait, ça veut dire qu'on était peut-être trop généreux. Dans ce cas-là, c'est pas mal, mais il y a un autre cas aussi. J'ai visité un immeuble. Je lui ai fait une proposition. Cette dame devait en discuter avec ses enfants. Elle était plutôt OK, mais elle attendait juste le go de ses enfants. Et puis, malheureusement pour moi, il y a une personne qui a été un peu plus généreuse, qui a fait une offre de 15 000 € de plus. Et on a perdu l'affaire, alors qu'on aurait pu faire... on pouvait faire une offre encore de 15 000 € de plus que l'offre qu'il avait reçue. Et voilà, c'est le jeu, on peut pas gagner à tous les coups. Mais c'est hyper frustrant par contre, parce que tu travailles, tu prospectes. Tu te projettes vachement sur le truc et hop, ça passe pas. Sachant que pour cet exemple, la personne, elle était pas du tout vendeuse. Donc, elle est devenue vendeuse, elle était OK, mais finalement, c'est pas nous qui l'avons. Et ta manière d'avoir trouvé est hyper ingénieuse. On va pas rentrer trop dans le détail parce que elle est très très pertinente, mais c'est très intéressant. En gros, t'es parti entre guillemets de choses qui étaient en ligne, et avec ces choses qui étaient en ligne, tu as réussi à trouver un bien entre guillemets off-market. On n'en dira pas plus. C'est même pas off-market, parce que off-market, c'est un truc qui est à vendre mais qui est pas sur les réseaux. Là, c'est un truc qui est pas sur les réseaux mais qui est pas non plus à vendre. Donc tu commences par convaincre la personne de vendre. En fait, aujourd'hui, avec toutes les sources d'informations qu'on peut avoir sur Internet, c'est aussi l'investisseur d'être ingénieux et de se dire, attends, comment je peux aller capter la bonne personne qui va peut-être potentiellement vendre. Tu peux le faire par Internet, tu peux faire aussi du boitage, donc il faut pas être sorti de Saint-Cyr, tu mets des petits papiers dans les boîtes aux lettres en espérant que ça marche. Ça, tu l'avais fait un petit peu, mais le problème de ça, c'est qu'en fait, les copro-concept, c'est pas forcément des copros, il y a des propriétaires. Voilà. Ouais, c'est un peu ça le problème. Nous, ce qu'on recherchait, c'était plutôt des monopropriétés. Donc, en fait, il faut réussir à trouver les monopropriétés de la ville. Ça, aujourd'hui, on y arrive. Ça, on y arrive bien. Ça, on y arrive bien. Enfin, aujourd'hui, avec Papersimo notamment, Papersimo, si vous êtes un petit peu malin, vous arrivez à trouver des monopropriétés. Tu tombes sur la personne du coup qui est morale, donc c'est souvent une SCI, et puis après, il faut recouper les informations pour essayer de trouver l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Mais ça, c'est des choses qu'on arrive bien à faire et
on a fait une très belle opération de marchand là, qui va bientôt se clôturer grâce à ça en fait. Donc ouais, franchement, tu passes du temps, c'est hyper chronophage et tu jettes une bouteille à la mer, mais derrière tu peux avoir des très très belles affaires. Mieux que si il y a un agent IMO qui passe au milieu et qui va, on va dire, budgétiser un petit peu mieux la vente, quoi. Par contre, il faut être patient parce que ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. En fait, on prospecte une personne qui n'a pas du tout l'objectif de vendre. Donc voilà, il lui faut lui un temps de réflexion et puis peut-être que quelques mois plus tard... on nous recontacte, ça arrive. Antoine, on s'est retrouvé dans des endroits incroyables auxquels on n'aurait pas pensé qu'ils existaient parce que finalement la personne hyper ouverte, on s'est retrouvé à visiter des trucs qui sont pas faits. Mais c'est vrai que ça ouvre des portes qui sont originales. Ouais, c'est sympa. Ouais. Et après pour la négo, j'aimerais bien revenir dessus parce que je repense à un truc justement dont on parlait l'autre jour avec nos clients. C'est des fois de faire plusieurs options. Et alors quand c'est juste un appart et qu'il n'y a rien de spécial à dire, tu peux que faire une offre, c'est juste le prix quoi. Mais par exemple quand c'est un immeuble, je sais pas si tu vois duquel je vais parler, où il y avait 9 lots, où finalement en fait j'expliquais que sur ce bien, donc moi j'avais fait 4 versions différentes de l'offre aux propriétaires avec combien de lots on achète ou qu'on n'achète pas, libre ou loué, puis on achetait soit la SCI, soit le bien directement. Et finalement, le fait de donner des plans A, B, C, D, tu le restreins un peu psychologiquement. Il n'est pas en mode, il y a juste le prix et puis on met un curseur. C'est plutôt sur quel bouton j'appuie. Voilà. Et puis après, il y aura un petit curseur de prix, mais j'ai l'impression, c'est pas souvent qu'on arrive à le faire, mais quand même dans une moindre mesure, parce que tu donnes déjà le choix à la personne, donc elle a pas l'impression de se voir imposer ton offre de prix et de se sentir en confrontation et de devoir y répondre par une surenchère, mais peut-être de se dire, attends, cette offre-là, j'avais même pas pensé, mais finalement, maintenant qu'il le dit, c'est beaucoup mieux pour moi. Ouais, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai que c'est pas tous les cas de figure qui s'y prêtent, mais quand tu peux le faire, c'est bien. Ça laisse le choix. C'est moins binaire, ouais, c'est ça. Et il y a une question aussi qu'on me pose souvent. Tu as trouvé un bien intéressant. Tu as trouvé un bien intéressant, mais tu es conscient qu'il y a des travaux à faire dedans. Mais il faut répondre assez vite soit à l'agent immobilier, soit au particulier, parce que voilà, un bien rentable, on sait très bien que ça va rester 2-3 jours sur le marché. Comment tu arrives à budgétiser les travaux au mieux, sans te faire mal, quand tu connais c'est ton premier bien, tu sais pas exactement combien ça coûte de refaire un appart, je sais pas, il y a les appareillages, il y a peut-être un bout d'élec, un bout de tableau, un peu de salle de bain. Comment tu arrives à définir nous aujourd'hui, c'est vrai que c'est facile. Ouais, on a l'expérience, on a des artisans qui travaillent quasiment avec nous tout le temps, donc forcément on connaît leur prix, mais quand tu connais rien, comment tu sais si l'appart que tu vas rénover, ça va te coûter 5 000 ou ça va te coûter 15 000? Et sachant que sur un appart à 80, c'est pas la même, quoi. Tu peux passer du coup de l'autofinancement à un effort d'épargne. Moi, je pense qu'il faut un minimum d'expérience, parce que si tu pars de rien, tu peux pas savoir si le tableau élec, il faut le remplacer ou si tu peux le garder. Quand tu es un peu novice, tu vas même pas regarder le tableau élec au moment d'une visite. Pour moi, il faut un minimum d'expérience pour budgétiser le prix des travaux. Du coup, en gros, tu te formerais un peu sur comment en fait, tableau élec, avec les normes. l'expérience, faut faire des visites en fait. Plus tu fais des visites et puis plus tu te rends compte du montant des travaux à venir. Et puis après, si t'as pas d'expérience, faut que tu sois conseillé par un pro qui s'y connaît. Du coup, si on doit donner un ordre d'idée qui est pas forcément valable partout en France, parce que c'est peut-être nos prix, parce qu'on a l'habitude et ainsi de suite. Pour les postes principaux, qui sont pas, parce que par exemple les fenêtres, ça dépend du nombre de fenêtres, de cité ABF, et tout ça, c'est un peu plus. On peut parler prix par fenêtre, par exemple. Prix par fenêtre. Grosso modo, après, il y a toutes les tailles de fenêtres, mais une fenêtre PVC, ça va être entre 500 et 1000 euros à peu près pour la rénover. Le bois, c'est à peu près 30% plus cher, donc ça, faut bien l'intégrer. Donc généralement, quand on est dans un secteur un peu centre historique, il faut partir de l'hypothèse de mettre du bois, et puis après, on fait une demande éventuellement pour mettre du PVC. Donc toujours faire une déclaration préalable quand vous posez des huisseries. Donc moi, je dirais à peu près ça pour les fenêtres. Après, la peinture, c'est des postes, moi je dirais peinture, sol, c'est peut-être des postes qui peuvent être faits par la personne qui achète dans un premier temps, notamment dans un souci de trouver le bien rentable. Tout le monde peut faire de la peinture, tout le monde peut poser entre guillemets un sol, donc ça peut être des pistes d'économie. Et après par contre je dirais que là où il faut vraiment faire attention, c'est tout ce qui est élec-plomberie, il faut avoir les garanties, tout le monde n'est pas électricien et faut pas jouer avec ça. On a vu encore là à Paris qu'à cause d'une fuite d'eau, je sais pas si t'as vu, il y a un plancher qui s'est effondré. Ok, non, je l'ai pas vu. C'était à Paris, c'était hier. 50 personnes dans un appart pendant l'anniversaire, le plancher s'est effondré à cause d'une fuite d'eau. Donc là, ça serait une infiltration depuis l'extérieur. Mais ça montre que demain, je sais pas, moi je veux me dire que je suis plombier, je veux raccorder ma douche. En fait, j'ai mal fait le joint et puis la fuite d'eau, je la vois pas. Et puis un jour, ça peut entraîner des gros dégâts. Donc voilà, tout ce qui est élec-plomberie, pour moi, je ferais faire. Et c'était un ordre d'idée un peu, genre une salle de bain, ça coûte combien? Faire toute une salle de bain, donc le vase, que la douche, il y a déjà la faïence, il y a déjà tout ça, grosso modo. C'est mais c'est un ordre d'idée.
Bon, je dirais que tu es sur une salle de bain d'à peu près 4-5 mètres carrés, tu es autour des 5-6 000 euros. C'est TTC, hein, c'est à peu près l'ordre d'idée que j'aurais. Tu dirais. Ouais, j'aurais dit 5 000 euros. Ouais. Donc, Et après, le poste élec, donc imaginons que tu as un peu tout à faire, le tableau électrique, une VMC à poser, puis les appareillages à changer, et un peu de préparation peut-être pour la cuisine. Un tableau élec, on va dire 1 500 euros. Une VMC, à peu près 1 500 euros. Des convecteurs performance, à peu près 500 euros l'unité, hein, fourni posé. Hein. Ouais. Voilà, un ballon d'eau chaude, pareil, c'est 1 200 euros. Ça dépend. Après, ça dépend de la taille, etc. Voilà, ça mais dépend du type de ballon. Mais voilà. 5-6 000 balles, pareil, 5-6 000 euros. Alors après, s'il faut reprendre toute l'électricité. Oui, retirer les câbles, là, c'est encore autre chose, mais la plupart du temps, il n'y a pas forcément besoin. Ouais. Et après, une cuisine, comme on les fait, les cuisines semi-équipées, donc en gros, avec une cuisine de cuisiniste, avec des placards, un tiroir pour les couverts, four, plaque et hotte intégrés, un petit peu de rangement haut. Qui est à 3 500, ouais. Voilà, c'est de l'entrée de gamme, mais ça reste, c'est pas une cuisine Ikea ou Brico Dépôt, quoi. C'est une vraie cuisine qui va durer dans le temps, et ça, je le conseille aussi, avec l'électroménager, donc comme tu le disais. Et après, bien réfléchir à l'aménagement de la cuisine, parce que tu vois, tu fais une cuisine en linéaire, ça va coûter beaucoup moins cher si tu commences à faire une cuisine d'angle avec un îlot, etc. Où là, en fait, directement, c'est des prix qui sont, là, les 3 000, 3 500, tu les tiens plus, tu passes directement à 5 000 pour à peu près la même configuration et le même usage. Donc, toujours réfléchir avec des meilleurs rapports qualité-prix, la cuisine en linéaire, ça coûte pas trop cher, tu mets 2 meubles hauts et c'est fini, quoi. Ouais, bon, t'as des éléments mécaniques, les tiroirs, ça coûte plus cher que les portes de placard, les meubles qui vont se ranger sous les angles, là, ça coûte super cher, donc faut les simplifier. Ouais, on reste sur de la cuisine basique, quoi. Mais beaucoup mieux, encore une fois, que ce que tu vois sur la plupart. Bien sûr. T'as la vieille cuisine en alu. Non, elles sont plutôt qualies. Vendredi matin, on avait un rendez-vous justement avec le cuisiniste. On a fait chiffrer 5 cuisines. Moi, j'ai eu le devis là pour 3 déjà. Donc, c'est des petites cuisines, hein. C'est juste un linéaire. On est à 3 200 euros avec l'électroménager. Ce qui est plutôt un bon prix, quoi. Ouais. Sachant que c'est donc fourni, posé. Ouais, voilà. Enfin, du coup, c'est vrai que même en termes de temps... L'électroménager est garanti... Ouais, t'as du SAV là-dessus, donc c'est pas mal. Ouais. Non, mais c'est vrai que la variable travaux, c'est compliqué parce que du coup, c'est vrai que trouver le bien rentable sans travaux, c'est quand même rare. Donc souvent, généralement, t'as quelques travaux et quand tu connais rien, c'est vrai que c'est difficile de. Pour moi, il faut un minimum de connaissances, hein, sinon. Donc en gros, tu visites déjà des appartes, tu fais déjà faire des devis par des artisans, sachant que tu peux pas non plus faire 1000 devis parce que sinon les gens après ils se disent attends, j'ai fait 1000 devis, le gars il est jamais revenu vers moi donc ça marche pas ou ça n'a pas converti. Donc mais surtout, il faut être rapide parce que si le bien, faut est 2 jours, intéressant, faut déjà contacter les artisans qui soient dispo, pas évident. Donc il faut être très rapide. Ouais. Une petite astuce qu'on peut donner aussi aux gens, c'est généralement quand vous visitez un bien qui est intéressant et que vous sentez que il y a vraiment un vrai potentiel, même si vous n'êtes pas certain à aller à 3-4 000 euros près du budget de travaux, c'est déjà de faire une offre pour entre guillemets bloquer le bien. C'est ça. Parce que du coup après, une fois que vous avez fait l'offre, si ça se passe par une agence, généralement elle est contresignée, c'est bon, ça va aller au bout. Et l'idée c'est que entre l'offre et le compromis de vente, là à ce moment-là vous fassiez vos devis avec vos artisans, que vous puissiez avancer sur votre projet, vérifier toutes les pièces type, on parlait tout à l'heure des charges de copro notamment. C'est vraiment de se dire on essaye de bloquer le bien le plus vite possible et après de de prendre son temps pour faire les devis et de comparer les prix parce que des fois il peut y avoir des différences importantes d'un artisan à un autre. Mais sachant que comme tu dis, l'acquéreur est hyper protégé en fait parce que déjà tu as du temps avant d'avoir signé le compromis et quand tu signes le compromis tu as 10 jours de délai de rétractation et même après ce jour tu as encore ta condition suspensive de financement qui te protège. Donc tu as quand même un paquet d'échappatoires on va dire, même si le but c'est pas de s'en servir parce qu'après on se crame après des agents immobiliers. Mais en tout cas on va dire que si tu as fait une énorme connerie et qu'il y a un trou de 30 000 euros que tu n'avais pas vu, tu peux sortir et tu auras juste perdu les frais de promesse qui équivaut à 500 euros, quelque chose comme ça. Oui, mais ça, c'est les frais de promesse, c'est vraiment quand tu es allé signer ta promesse, mais pour le coup. Ah, mais je te parle, tu te rétractes avant les 10 jours, par exemple. Sûr, bien sûr. Par contre, si tu signes une offre et que finalement tu fais tes devis entre temps et au compromis, en fait, tu te rends compte que tu as dérivé par rapport au budget de travaux, là, tu payes rien et c'est du coup intéressant de le faire, de ne pas le faire tout le temps parce que tu te fais cramer et ton réseau, on a bien compris que c'était quand même quelque chose d'important. Et après, peut-être un conseil aussi pour parler de travaux, c'est de pas commencer par des ruines totales. Parce que là, par contre, nous, on a parlé des postes de seconde œuvre qui sont, c'est pas du cosmétique parce que c'est des choses dont on a besoin au quotidien, mais c'est pas des travaux qui sont lourds. On n'est pas en train de parler de complètement changer un plancher, le mode de chauffage et refaire une toiture et aménager des combles avec un compteur Linky à faire monter au 4e étage d'une copro. Tu sais même pas ce qu'il faut demander ni à l'urbanisme, ni au syndic, ni à qui que ce soit. Là, c'est des contraintes qui sont pour moi trop grosses pour un premier projet. Si t'as pas de connaissances, faut pas se lancer dans un gros projet. Moi, mon premier investissement, c'était un appart, 0 travaux, prêt à louer. Donc je pense que pour une personne qui a pas du tout de connaissances, faut plutôt aller sur un bien. C'est l'idéal en fait, l'appartement comme ça. Voilà, juste un petit rafraîchissement, un embellissement, on va dire.
dire, mais faut pas aller plus loin, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui font l'erreur de se dire vas-y, je vais acheter un Ouais, comble parce que le prix c'est est 300 euros du le prix est mètre. intéressant. Ouais. Souvent, hein, on voit des biens, le prix est hyper intéressant. Par exemple, les combles aménageables, le prix il est très intéressant. Mais en fait, aménager un comble, ça coûte une fortune. Enfin, ça peut coûter jusqu'à, je sais pas, 50 000 euros peut-être. Enfin, après, ça dépend de la surface, mais faut créer des ouvertures. Clair, c'est toutes les contraintes un que sacré tu job. peux Hein. imaginer, Ouais. T'as Enedis, t'as l'urbanisme, t'as la copro, t'as vraiment tout, quoi. Bah, typiquement, Enedis, t'en parleras mieux que moi, mais ça peut être des contraintes quasiment impossibles, en fait. Si tu dois refaire toute la colonne pour monter dans un R+4, qui du coup va être valorisé comme un R+4 sans ascenseur, donc avec une décote, ça c'est un truc, il y a plein de gens qui y pensent pas, en se disant, putain, j'ai fait un coup de fusil, j'achète 20 000 euros des combles. Ouais, bah attends ton budget travaux. Ah ouais, et puis en plus, faire attention, parce que du coup, quand tu crées un lot comme ça, tu mets Enedis dans la boucle, c'est qu'Enedis, en fait, t'as pas le choix. Ce qu'ils vont te dire, t'es obligé de le faire. Et en fait, tu peux pas dire, non, je vais aller voir le concurrent. Non, c'est Enedis, en fait. S'ils ont des contraintes très, très importantes, bah, en fait, c'est toi, ton budget travaux qui va fondre comme neige au soleil. Et ça, c'est vraiment difficile à quantifier, à mesurer, parce qu'en fonction de l'interlocuteur Enedis que tu peux avoir, je dis pas que ça va changer du tout au tout, mais ça peut changer, en fait. Si le gars, il a une appétence, parce que, en fait, je sais pas, il a une appétence pour la sécurité, il veut vraiment ceinture bretelle, bah, c'est peut-être pas le même que le petit jeune qui vient de se lancer et qui, lui, peut être un peu moins exigeant, quoi. Donc, ouais, ça, c'est hyper intéressant d'essayer d'avoir le moins d'interlocuteurs travaux possible, d'essayer d'avoir un projet assez simple pour commencer. Ouais. Mais sachant qu'il y a énormément de trucs à dire autour des travaux, il y a beaucoup de gens qui pensent que le fait de faire des travaux, c'est synonyme de création de plus-value. Et oui, ça peut l'être dans plein de cas, mais c'est pas du tout systématique. Pareil, c'est pas l'euro, c'est pas j'ai mis 1 euro dans les travaux, j'ai 1 euro de valeur vénale. Récupérer après. Et ça, on le voit très souvent. Il y a ça, il y a le côté je passe ça en charge ou en amortissement et je défiscalise. Et du coup, tu as des gens qui mettent le doigt dans le déficit foncier, puis après ils achètent que des ruines à rénover. Il y a le côté temps de travaux, parce que mine de rien, il y a aussi pendant combien de temps t'as pas loué. Parce que si tu loues pas pendant un an quelque chose qui se loue 600 euros par mois, bah, c'est 7 200 euros que t'as pas rentré. Et pendant ce temps, tu payes tes intérêts d'emprunt, tes charges de copro, ta taxe foncière, tes dépenses sont exactement les mêmes que si t'étais en train de louer. Et encore un dernier truc, c'est la difficulté de financement. Imaginons le comble à 20 000 euros où tu as 60 000 euros de travaux, ça veut dire que dans ton prix, tu as 3/4 de travaux et tu n'as que 1/4 d'acquisition. Tu as 3 fois plus de travaux que d'acquisition. Et du coup, ça, les banques, elles aiment pas trop. Parce qu'en termes de prise de garantie, si jamais tu te foires, en fait, ça vaut toujours un comble qui vaut 20 000 euros, mais elle t'a prêté peut-être 70 ou 80. Donc du coup, ça, on le voit aussi sur nos dossiers à nous. Plus on demande de travaux, plus on nous demande d'apport. Ce qui est normal parce que c'est plus risqué. Alors que si tu achètes le T2 déjà fini à 80 000 euros, bah, il n'y a pas de souci, y a pas de risque. Usuel. Et le 10-20 000 euros de travaux, tu vois, t'achètes 60 plus 20, c'est tout à fait usuel aussi. Mais dès que tu commences à avoir autant de travaux que de prix d'acquisition, voire plus de travaux que de prix d'acquisition, bah, ça joue sur le financement. Et je trouve qu'en fait, faut vraiment que le jeu envahisse la chandelle, et bien souvent, c'est pas le cas. Il faut que le jeu il envahisse la chandelle et que tu sois plus rentable que le marché. Là, dans les bureaux où on est dans la foncière, il y a des combles qui sont magnifiques au dernier étage. Mais en fait, économiquement, c'était pas intéressant de les faire parce qu'en fait, ça allait coûter trop cher en prix de travaux par rapport à ce qu'on aurait pu revendre un jour à un investisseur. Donc du coup, bah, en fait, ça n'a pas d'intérêt de les exploiter parce qu'il faut bien penser quand même que les artisans, le plaquiste, quand il va monter au 4e étage son placo, ça coûte pas le même prix que quand il va monter au 1er étage. Il y a beaucoup plus de manutention. Et les rampants, par exemple, donc c'est que voilà, quand on est sous les combles, généralement, bah, c'est les rampants, c'est ça. On doit plaquer, ça coûte pas le même prix que quand c'est qu'on plaque tranquillement sur le mur droit. C'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est vraiment intégré. Et les débutants peuvent vraiment se tromper en disant c'est bon, je vais juste replaquer. Non, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Bien faire attention aussi pour une personne débutante, c'est que tu fais pas n'importe quoi, tu as des demandes, tu dois faire la demande à la copro, à l'urbanisme aussi, et tu peux avoir des refus ou demander de modifier le projet. Enfin voilà, il y a beaucoup de procédures à suivre. Faut pas se lancer à l'aveugle dans un projet comme ça, quoi. Tu finis tôt ou tard par le payer, tu vois. Le jour où tu vas vouloir vendre ton bien et aller chez le notaire, ça, le notaire ça passera pas. Ouais. Et tu le vas devoir notaire va te demander si tu as bien eu l'accord de la copro. Si tu l'as pas eu, tu vas être embêté. Les procédures administratives, c'est très très important. C'est long, c'est chronophage, mais c'est important de le faire. Si on devait conclure, c'est quoi le petit, on devait faire un petit mode opératoire en quelques étapes pour trouver le bien rentable. Déjà, enchaîner les visites, faire beaucoup de visites, voir l'ampleur des travaux. Ok, bien dimensionner les travaux, pas trop se tromper. Voilà, si tu as peu de connaissances, plutôt aller sur un bien sans travaux. Si tu as des connaissances, tu peux faire un peu de travaux. Donc là, on était plutôt parti sur de la petite surface parce que nous, c'est ce qui nous intéresse le plus. Un T2 à 80 000 euros maximum. De toute façon, le T2, T3, c'est T2, T3. Ouais. T3, c'est quand même de plus en plus compliqué. Et pourquoi le T2 ? C'est aussi parce qu'on a une forte demande. La tension locative, elle est importante. On a beaucoup de demandes pour du T2. Ça se loue très très bien. Un T2 rénové en bon état, ça se louera 600 € charges comprises. Bien connaître la ville dans laquelle, bien connaître du coup ta ville, bien connaître un petit peu tes points forts, tes points faibles. Si par exemple tu connais rien aux travaux, peut-être pas se lancer dans l'aménagement d'un comble. Ça, je suis d'accord. Si t'es artisan, si t'as envie parce que t'as du temps, pourquoi pas. Et après bien connaître ta valeur locative
locative à la sortie pour pas avoir des illusions en te disant ah, je pensais que je louais 700, puis en fait je loue 600, parce que du coup, bah, ton bien rentable, il devient nettement moins, quoi. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est passer à l'action, aller au contact du marché, parce que rester bloqué derrière son ordi avec rien qui marche, bah, c'est juste normal en fait. À scroller le bon coin, dire il y a rien qui va. Je fais pas. Donc faut pas partir non plus en mode je vais diviser le prix par 3 parce que ça marche pas non plus. Mais par contre, il faut pas s'étonner que ça fonctionne pas à première vue. En fait, y aller, visiter, faire des tests et perdre un petit peu son temps, mais c'est pas vraiment une perte de temps parce qu'on va apprendre en fait, on va connaître des gens et c'est peut-être les gens auprès de qui vous pensiez perdre du temps qui vont vous amener des affaires dans le futur. Ok. Mélanie, Charles, merci beaucoup pour la vidéo. Merci à vous. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous fera gagner un petit peu de temps. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.